Challenge 19e siècle, 31 jours, 31 poètes. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un poète essentiel du 19e siècle, d'un poète anglais, une fois encore, Edward Lear. Mais plus que d'Edward Lear, j'ai envie de vous parler du limerick et j'ai envie de vous parler du nonsense. Alors, je ne vais pas en parler de manière extrêmement développée. Cette série, simplement pour but de marquer quelques jalons, de faire éventuellement découvrir un ou deux textes, mais pas de pérorer pendant des heures et des heures sur un sujet. Alors s'il fallait proposer un cours sur le nonsense ou un cours sur le limerick, je pourrais tout à fait le faire, mais ce n'est pas l'objet aujourd'hui. Je veux juste expliquer pourquoi, pour moi, le limerick occupe une place centrale dans l'esthétique du 19e siècle, dans la poésie du 19e siècle. Pour moi, la poésie du nonsense, qui n'est pas l'absurde, qui n'est pas l'illogique, la poésie du nonsense est un des outils de dérèglement du langage qui, au XIXe siècle, préfigure toutes les expérimentations du XXe siècle. Et pour moi, et je peux me tromper, bien sûr, mais pour moi, il n'y aurait pas eu Finnegan's Wake, il n'y aurait pas eu le surréalisme sans, notamment, ces entreprises de dérèglement du langage ou de jeu radical avec le langage, avec la matérialité du langage qui s'est exprimé dans les limericks. Alors les limericks sont au départ une forme populaire. Les historiens ne sont pas tous d'accord, mais elle émerge certainement au cours du XVIIIe siècle. Elle est principalement diffusée par les colporteurs. C'est vraiment une forme qui échappe pendant un certain nombre de décennies à la poésie savante ou à la poésie formelle ou tout simplement à la poésie imprimée et transmise et conservée dans les livres. Et puis il y a quelqu'un qui s'appelle Edward Lear et qui décide d'écrire des limericks, d'écrire des poèmes de cette forme-là et de les publier en recueil, et notamment en 1846 avec le Book of Nonsense. Alors la raison est aussi biographique, c'est qu'il a composé ces vers pour des enfants, en fait, pour des enfants dont il avait la charge, qui étaient des enfants d'une famille noble, je ne sais plus d'ailleurs exactement de quel earl ou de quel duc, cela n'a pas grande importance, mais c'est pour dire qu'en fait, cette forme qui au départ était une forme populaire, qui s'est maintenue dans une sorte de transgression des tabous, parce que le limerick, entre autres choses, il parle de manière implicite et parfois explicite de tout ce dont il ne faut pas parler, et c'est en pleine période victorienne. Mais c'est aussi une forme qui est utilisée justement par les auteurs de livres pour enfants. Donc c'est une forme extrêmement multiple, extrêmement complexe, et surtout qui est à deux entrées. Soit on va la considérer comme quelque chose de totalement ludique, de totalement insignifiant, de purement amusant, distrayant, soit au contraire, elle fait porter un danger réel sur la société, puisqu'elle parle de tout ce qui normalement est tabou, et puis d'autre part, elle dynamite le langage comme cela n'a jamais été fait avant. Donc voilà pourquoi, pour moi, le nonsense en général, alors j'aurais pu parler de Lewis Carroll, diverses traductions du Jabberwocky de Lewis Carroll, on aurait pu parler de la chasse au snark, on aurait pu lire bien des extraits, des poèmes de Lewis Carroll. J'ai choisi Edward Lear parce qu'il est moins connu en France, mais aussi parce que pour moi, le limerick est absolument central dans cette entreprise de dynamitage du sens, de dynamitage du langage, qui préfigure en fait un certain nombre d'aventures expérimentales essentielles du XXe siècle et qui d'ailleurs se poursuivent au XXIe siècle. Le limerick est une forme qui continue d'être beaucoup pratiquée. Elle est pratiquée d'ailleurs sur Twitter avec beaucoup de maestria par un certain nombre de tweetos qui ont pour spécialité de commenter l'actualité en limericks notamment. Et puis, moi, cela fait très longtemps, maintenant plus de 20 ans que je m'essaie au limerick en français, et ça fait bientôt 15 ans que j'en publie sur mon blog, donc j'ai écrit et composé énormément de limerick en français, c'est juste pour dire à quel point voilà, cette forme m'est chère, donc je ne pouvais pas consacrer le mois d'octobre aux poètes du 19e siècle sans vous lire au moins deux limericks du Book of Nonsense, mais ça se trouve sur internet, notamment sur le projet Gutenberg. Si vous allez sur gutenberg.org, vous avez les différents livres publiés par Edward Lear. Je vous lis le 20e et le 22e limerick du Book of Nonsense, le premier livre publié par Edward Lear en 1846. There was an old man of Peru who never knew what he should do, so he tore off his hair and behaved like a bear. That intrinsic old man of Peru. Et sans vouloir commenter très longuement, presque tout dans ce poème-là, ils ne sont pas tous aussi,
concentré en non-sens, mais tout dans ce poème est évidemment l'ordre du non-sens. Savoir pourquoi quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il doit faire va s'arracher les cheveux et se comporter en ours. Pourquoi est-ce qu'on fait rimer le fait de s'arracher les cheveux avec le fait de devenir un ours? C'est même complètement contradictoire. Pourquoi dans le dernier vers, ce man of Peru, ce old man of Peru, ce vieil homme du Pérou, ce vieil homme péruvien, est-il qualifié de intrinsic? Pourquoi est-il intrinsèque? Intrinsèque à quoi? Ça ne veut rien dire. Et donc voilà, cette forme qui est une forme, le limerick, qui est une forme extrêmement contraignante, 5 vers, un schéma de rime toujours identique, A, A, B, B, A, et également un schéma métrique, trimètre, bimètre, il doit y avoir systématiquement une alternance, et les deux vers qui riment en B, le vers 3 et le vers 4 doivent être plus courts que les trois autres. Enfin, toute cette forme qui est extrêmement contraignante est une forme dans laquelle se sont donné lieu toutes les expérimentations aussi. Et donc dès le premier recueil imprimé, le Book of Nonsense de Edward Lear, on trouve ces expérimentations. J'en lis un deuxième, le 22e, c'est ce que j'annonçais. There was a young person of Crete whose toilette was far from complete. She dressed in a sack, speckled with black. That ombliferous person of Crete. Et là encore, l'objet de cette vidéo n'est pas de faire un cours sur le limerick. Si je faisais un cours sur le limerick, je parlerais des limerick contemporains, des limerick américains, des limerick atypiques, des travaux sur la forme, des limerick qui font exploser le schéma métrique, des limerick qui jouent sur la typographie, qui jouent sur les rimes visuelles. Enfin, il y a eu une quantité d'expérimentations absolument époustouflantes avec cette forme du limerick, mais ce n'était pas l'objectif. L'objectif, c'est juste, pas assez rapidement, j'en suis désolé, mais de vous avoir parlé de Edward Lear, de la raison pour laquelle Edward Lear, en tant que catalyseur, c'est-à-dire en tant que l'auteur qui a, non pas donné ses lettres de noblesse, je n'aime pas du tout cette expression, mais qui a écrit, rédigé de manière systématique, composé systématiquement des limericks et les a publiés, a permis à cette forme de se développer et de devenir une des formes, en fait, finalement, d'une histoire parallèle de la poésie. Alors que si on pense aux formes nobles de la poésie, le sonnet, la ballade, etc., et la ballade est au départ populaire, l'ode typiquement, ou évidemment la poésie épique, la poésie dramatique, eh bien le limerick, il joue un rôle aussi essentiel que la tragédie ou que le sonnet, mais dans une musique qui est radicalement différente et qui, très entre autres, vise à déconstruire le langage et déconstruit l'opération même de signifier, de chercher à dire quelque chose, d'intention sémantique. Et ça, c'est essentiel.